Aujourd'hui, la salle de guerre vous présente enfin l'histoire complète de la force expéditionnaire brésilienne, du début à la fin. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé en Europe, en septembre 1939, elle a plongé dans la lutte les plus grandes puissances du continent. Les pays du continent américain se sont retrouvés dans une situation délicate, car beaucoup d'entre eux entretenaient de fortes relations commerciales et politiques avec les nations en guerre. Ils accueillaient même plusieurs missions militaires de ces nations. Le consensus parmi la majorité des pays américains a été d'émettre individuellement des déclarations de neutralité au cours de ces semaines de septembre. Le Brésil a été l'un des pays ayant réagi ainsi à la nouvelle crise internationale. L'année suivante, cependant, le succès rapide et impressionnant de l'Allemagne lors de son offensive d'été a conduit à la chute de la France en seulement 6 semaines de combat. Cela a conduit à une refonte complète de l'équilibre des pouvoirs dans l'hémisphère, plaçant la marine de guerre allemande en pleine opération dans l'Atlantique à partir des ports français. Ce changement a alerté Washington sur une possible augmentation de l'influence allemande dans les pays américains. Et pour lancer une réaction à cette possibilité, la conférence de la Havane a été organisée en juillet 1940, au cours de laquelle les chanceliers de tout le continent ont publié une déclaration conjointe affirmant qu'une attaque contre n'importe quel pays américain serait considérée comme une agression contre eux tous, avec les possibilités de commerce avec l'Allemagne devenant de plus en plus lointaines. Le président brésilien Getúlio Vargas a compris qu'à ce moment-là, seuls les États-Unis pouvaient offrir au Brésil les opportunités commerciales et financières dont le pays avait besoin. Et il a chargé son ministre des Affaires étrangères, Oswaldo Aranha, de chercher à resserrer les liens avec Washington. En même temps, les États-Unis ont compris la grande valeur stratégique du Brésil pour la guerre dans l'Atlantique, étant donné que la prolongation de terre, représentée par le nord-est brésilien, constituait la base parfaite pour le lancement de missions anti-sous-marines le long de l'équateur, dans le but de protéger ses lignes de commerce maritimes. Sans le soutien du Brésil, la marine des États-Unis n'aurait pas pu mener correctement de telles missions, car ces bases continentales étaient situées bien trop loin de là. Et pour cela, un effort diplomatique considérable a été fait pour convaincre le gouvernement brésilien de céder des bases aériennes et navales dans le nord-est. Un opposant notoire à la présence américaine dans le nord-est était le ministre de la guerre brésilien, le général Eurico Gaspar Dutra, qui en même temps se trouvait dans la situation difficile de réarmer et de moderniser l'armée brésilienne. Pour contrer la menace régionale représentée à cette époque par l'Argentine, qui était encore la plus grande puissance économique d'Amérique du Sud, et dont l'armée avait été entraînée par une mission militaire allemande. Mais en mars 1941, avec la création à Washington du programme Lend-Lease, un vaste financement pour l'acquisition de matériel de guerre par des puissances étrangères alliées, Dutra a vu une immense opportunité s'ouvrir pour le Brésil. Et à partir de là, les négociations avec les États-Unis se sont accélérées. En juin, la marine des États-Unis a commencé à opérer à partir des ports de Recife et de Salvador. Et la construction de vastes bases aériennes à Belém et à Natal a également été lancée, avec l'arrivée continue de milliers de militaires américains dans ces villes. Le 7 décembre 1941, le Japon a attaqué la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï, entraînant définitivement les États-Unis dans la guerre le lendemain. Cette situation a de nouveau résonné sur tout le continent, entraînant la convocation de la conférence de Rio de Janeiro le 15 janvier 1942. Plusieurs pays, dont le Brésil, ont alors rompu leurs relations diplomatiques avec les puissances de l'Axe. Cette décision plaçait le Brésil dans une position de quasi-allié des États-Unis. Et l'Allemagne a réagi en autorisant l'attaque de navires battant pavillon brésilien, ce qui a encore accéléré l'escalade des actions militaires brésiliennes pour protéger leur navigation. Le 22 mai 1942, le sous-marin italien Barbarigo, curieusement commandé par le capitaine italo-brésilien Enzo Grossi, a été aperçu au large des côtes du Ceará, après avoir attaqué un navire marchand national. Peu après, il a été repéré par un bombardier B-25, Mitchell de la force aérienne brésilienne, piloté par le capitaine Oswaldo Pamplona. Pamplona s'est approché et a bombardé le sous-marin, qui a également ouvert le feu avec ses armes anti-aériennes du pont. Mais aucune attaque n'a été fatale à l'adversaire.
L'action brésilienne, cependant, a été annoncée publiquement par le ministre de l'Aéronautique, Joaquim Salgado Filho, et elle a été interprétée par l'Allemagne comme une déclaration de guerre du Brésil. Le lendemain, le 23 mai, le gouvernement brésilien a signé avec les États-Unis les accords de Washington, dans lequel le gouvernement américain s'engageait à financer à hauteur de 200 millions de dollars via Land-Lease, l'achat de matériel de guerre moderne pour les forces armées brésiliennes. Les accords prévoyant également la création de 2 commissions militaires mixtes Brésil-États-Unis, l'une à Washington et l'autre à Rio de Janeiro, pour réglementer la nouvelle alliance entre les 2 pays. Tandis que la commission de Rio de Janeiro avait pour principal objectif de coordonner l'action de la mission militaire américaine pour la formation des forces armées brésiliennes. Celle de Washington portait sur la coordination militaire pour défendre le Nord-Est, qui, à l'époque, avait gagné une importance encore plus grande, devenant la principale voie d'accès aérien pour approvisionner l'effort de guerre britannique en Afrique du Nord. Pendant que cette commission était encore en train de s'organiser, le 16 août, le sous-marin allemand U-507 du capitaine-lieutenant Haro Schardt s'est approché de la côte du Sergipe, pénétrant dans la zone de navigation côtière, a coulé 5 navires brésiliens en 48 heures et causé la mort de 600 personnes. Cet événement a déclenché des protestations nationales, menant à la déclaration de guerre du Brésil contre l'Allemagne et l'Italie. Le 22 août 1942, la déclaration de guerre a surpris le général Estevam Leitamo de Carvalho, représentant de l'armée brésilienne à la commission de Washington. Dans ses préparatifs finaux pour la première réunion de l'organisme qui a eu lieu le 3 septembre, le nouveau contexte a accéléré les travaux. La commission a approuvé 5 résolutions lors de sa première réunion, principalement sur le nord-est brésilien. Et jusqu'à la fin de 1942, 13 résolutions avaient été approuvées à Washington. L'accent sur le nord-est a toutefois perdu de l'importance après l'invasion nord-américaine du Maroc et de l'Algérie. L'opération Torche, réalisée en novembre. Ce fait a définitivement écarté le danger d'une action allemande à travers l'Atlantique contre le Brésil. À partir de ce moment-là, la proposition d'envoyer un contingent de troupes brésiliennes pour combattre à l'étranger a commencé à être traitée au ministère de la Guerre. Et le 7 janvier 1943, Dutra a présenté à Vargas la proposition de création d'une armée expéditionnaire avec 4 divisions d'infanterie et une division blindée supplémentaire, qui devait être équipée avec du matériel américain. Getúlio Vargas a approuvé le document, et Dutra a alors soumis l'idée à la commission de Washington, et Leitão de Carvalho a entamé les négociations avec l'armée des États-Unis. Cependant, le premier semestre de 1943 a vu une avancée rapide de l'effort allié en Afrique du Nord, entraînant une perte de priorité pour les négociations avec le Brésil, surtout après la reddition de l'Axe en Tunisie le 13 mai. Constatant le retard, Dutra a mené son propre processus au sein du ministère de la Guerre, prenant de l'avance sur Washington. Et le 9 août, il a publié l'arrêté numéro 4744, qui créait la structure organisationnelle de la première division d'infanterie expéditionnaire. Ce même jour, il a envoyé un télégramme confidentiel à São Paulo, adressé au commandant de la 2e région militaire, le général João Batista Mascarenhas de Moraes, disant: « Chers camarades, acceptez-vous de commander une des divisions du corps expéditionnaire ? J'ai besoin d'une réponse urgente, car si c'est le cas, vous ferez un stage aux États-Unis. » Officier d'artillerie expérimenté, sur le point d'avoir 60 ans, Mascarenhas fut ravi par l'invitation et donna immédiatement sa réponse historique. Très honoré et avec satisfaction, je réponds par l'affirmative à la question que votre Excellence vient de me poser. Peu après, Dutra s'est envolé pour les États-Unis afin d'assurer l'approbation de la résolution. Et lors de la réunion du 21 août, la commission mixte à Washington a approuvé la création du corps expéditionnaire brésilien, avec 3 divisions d'infanterie, pour opérer à l'étranger, au sein de la chaîne de commandement américaine. Malgré son inquiétude face au retard des négociations avec Washington, Dutra n'a pas voulu accélérer le processus de préparation des unités expéditionnaires. Il a confié la tâche à l'une des divisions d'infanterie déjà disponibles dans le nord-est, car il ne voulait pas laisser la région sans défense, avec une telle présence militaire américaine là-bas.
De cette manière, il a ordonné la création de la première division d'infanterie expéditionnaire avec des unités provenant de 4 régions militaires différentes du sud-est et du centre-ouest brésilien. L'infanterie de la force a été placée sous le commandement du général Euclide Zenobio da Costa, vétéran de la Révolution de 1932, et ces 3 régiments sélectionnés étaient le premier régiment d'infanterie commandé par le colonel Agnaldo Caiado de Castro, basé à Rio de Janeiro. Le 6e régiment d'infanterie, commandé par le colonel João de Segadas Viana, basé à Caçapava, São Paulo. Le 11e régiment d'infanterie, dirigé par le colonel Delmiro de Andrade, basé à São João del Rei, Minas Gerais. De plus, le 9e bataillon du génie, commandé par le colonel José Machado Lopes, a été amené d'Aquidauana, dans l'état du Mato Grosso. L'artillerie de la division serait composée de 4 groupes d'obusiers automoteurs, 3 avec des armes de 105 mm et un dernier avec un calibre de 155 mm. Le commandement général a été confié à l'ancien intervenant fédéral du Rio Grande do Sul et récemment promu, le général Osvaldo Cordeiro de Farias. La division compterait également une petite unité de cavalerie. L'escadron de reconnaissance, dont les effectifs ont été prélevés sur le 2e régiment motorisé, basé à Rio de Janeiro, ainsi qu'avec le 1er bataillon de santé, issu d'unités médicales de Rio de Janeiro et de São Paulo. De plus, la division comprenait une compagnie de maintenance, une compagnie de transmission, un peloton de police et une fanfare. Même en faisant partie de la chaîne de commandement nord-américaine, la division devait disposer d'une structure de soutien propre en Italie, avec un dépôt de personnel pour les remplacements, une section de justice militaire, une unité des postes et une autre de la Banque du Brésil. Et tous ces organismes non divisionnaires ont été placés sous le commandement du général Olímpio Falconier da Cunha. La direction de l'état-major de la force expéditionnaire brésilienne fut confiée au colonel Floriano de Lama Breiner, d'abord chargé de l'organisation, et l'inspection des unités sélectionnées pour intégrer la division, constatant que certaines d'entre elles se trouvaient dans un état précaire. Dans ses premiers jours de commandement, Mascarenhas s'est concentré sur les problèmes logistiques, de coordonner ces unités divisionnaires dispersées sur une vaste zone du territoire national, et aussi sur la tâche ardue d'obtenir du matériel de guerre américain pour l'entraînement. En réalité, rien de ce que l'armée brésilienne utilisait n'aurait servi sur le front. Le 18 octobre, le ministère de la Guerre a remis à Mascarenhas un document normatif, avec les instructions pour adapter les unités divisionnaires aux nouveaux standards nord-américains, avec l'exigence que tout soit prêt en 1 mois. Un défi gigantesque pour le commandant. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, l'armée brésilienne recevait l'instruction de la mission militaire française, dont les enseignements ont façonné la façon de penser et l'organisation de l'armée brésilienne. La chute de la France en 1940 a poussé le ministère de la Guerre à s'alarmer de l'inadéquation de ses propres doctrines. Et cela a été un autre facteur qui a encore rapproché le Brésil des États-Unis. L'école de guerre nord-américaine préconisait une guerre mécanisée et hautement technologique, exigeant l'emploi de main-d'œuvre technique spécialisée comme des conducteurs de tracteurs, des électriciens, des télégraphistes et des opérateurs de machines complexes en général. Ce personnel n'existait pas dans les rangs de l'armée brésilienne à l'époque, et des réservistes ayant une spécialité technique ont été recrutés en masse. Des cours accélérés de formation technique ont également été ouverts à Rio de Janeiro. Outre les réajustements organisationnels et matériels, un problème plus délicat est apparu, les exigences sanitaires imposées par Washington. Le niveau physiologique des Brésiliens dans les années 40 était bien plus bas qu'aux États-Unis. Et lorsque ce paramètre a été appliqué à la troupe, une grande partie du contingent a dû être dispensée, ce qui a ajouté une nouvelle couche de complexité au recrutement. Le contingent des régiments d'infanterie expéditionnaire a dû être complété par des militaires d'autres régiments ainsi que par des réservistes des tirs de guerre, tous sélectionnés pour leur excellent état de santé physique. Les difficultés imposées par le recrutement et par le long déplacement des troupes vers Rio de Janeiro. Cela signifiait que, jusqu'à la fin de 1943, les unités de la force expéditionnaire brésilienne n'étaient pas encore rassemblées dans la capitale fédérale. Mascarenhas laissa à Zenobio la tâche de poursuivre l'organisation.
Et le 6 décembre, il partit pour l'Afrique du Nord et l'Italie, pour inspecter la ligne de front et établir un contact avec le commandement nord-américain. Il eut sa première réunion avec le général Mark Clark, commandant de la 5e armée américaine, unité à laquelle sa division serait intégrée. Ce n'est qu'après le retour de Mascarenhas au Brésil, en janvier 1944, que le ministère de la Guerre a ordonné que toutes les unités soient immédiatement envoyées à la Villa Militar, à Rio de Janeiro. Et ce déplacement ne s'est achevé qu'à la fin du mois de mars. En l'absence du matériel de guerre promis, qui n'a jamais été livré par les Américains, Mascarenhas s'est limité à préparer physiquement la troupe, en comptant sur le soutien de quelques exemplaires d'armement, présentés par des officiers brésiliens qui avaient effectué un stage aux États-Unis. Le 24 avril, le commandant a déclaré sa troupe apte et a ordonné le début des exercices d'embarquement. Étant donné que la force expéditionnaire brésilienne devait embarquer pour l'Europe à bord d'un grand navire de transport nord-américain, qui malgré les accords n'avait toujours pas de date d'arrivée. Le gouvernement brésilien ne le savait pas. Mais au premier semestre de 1944, les moyens logistiques alliés étaient en très forte demande. En raison des grandes invasions à venir de la Normandie en Europe et des Mariannes dans le Pacifique, toutes deux menées en juin de cette année-là. Le 24 mai, la force expéditionnaire brésilienne, complète et entraînée, a défilé dans les rues de Rio de Janeiro, étant chaleureusement saluée par la population et par le président Getúlio Vargas. Et quelques jours plus tard, Mascarenhas a finalement reçu la notification que l'embarquement aurait lieu dans les semaines suivantes. Les circonstances, cependant, ont permis à ce moment-là l'envoi d'un seul transporteur, l'United States Ship General Manen, dont la capacité ne permettait d'embarquer qu'un des 3 régiments d'infanterie. Avec un tiers du reste des unités de la division, les plans du navire ont été envoyés à l'avance, et l'état-major a commencé à planifier comment se ferait l'ordre d'embarquement et les hébergements. Et Mascarenhas a sélectionné le 6e régiment d'infanterie pour embarquer dans cette première vague. Toute l'opération d'embarquement a été réalisée sous le couvert du secret le plus strict, car on craignait que le réseau d'espionnage allemand ne découvre l'information et n'en informe Berlin, ce qui pourrait entraîner une attaque de sous-marins contre le navire de transport, pour miner le moral brésilien dès le début de son intervention dans le conflit. Dans la nuit du 28 juin, le gigantesque General Mann entra dans la baie de Guanabara et accosta au quai du port. Et la nuit suivante, Mascarenhas ordonna ce que la troupe pensait n'être qu'un simple exercice d'embarquement, comme tant d'autres qu'ils avaient déjà effectués. Les 3 régiments entièrement équipés furent embarqués dans des trains à destination de 3 lieux différents, dans des wagons aux fenêtres bloquées. Le train du 6e régiment fut redirigé vers le port de Rio de Janeiro, abandonnant sa destination initiale. Là, les soldats surpris se retrouvèrent face à un immense navire de transport de troupes. L'armée avait déjà bouclé toute la zone pour empêcher l'entrée de curieux et de potentiels espions, mais un tel mouvement n'a pas pu passer inaperçu. L'embarquement des 5075 hommes a eu lieu tout au long du 30 et s'est finalement terminé cette nuit-là. Avec l'arrivée du commandement et de l'état-major, au début de la matinée du 1er juillet, Getúlio Vargas est arrivé au port. Et il a été conduit par les Américains jusqu'à la passerelle de commandement du navire, où il a utilisé le système de sonorisation pour s'adresser aux soldats de la force expéditionnaire. Le chef du gouvernement est venu vous adresser un mot d'adieu, au nom de toute la nation brésilienne. Je sais combien ce moment transcendant nous coûte à tous, où vous vous séparez de vos foyers, de la chaleur et de l'affection de vos proches bien-aimés. Le destin vous a choisi pour la mission historique de faire flotter sur les champs de bataille le pavillon Auriverde. Répondre, grâce à la présence du Brésil, aux offenses et humiliations subies. C'est avec émotion qu'ici je vous adresse mes vœux de plein succès. Ce n'est pas un adieu, c'est avant tout un au revoir. Quand vous entendrez la parole de la patrie reconnaissante. À l'aube du 2 juillet, l'USS General Mann s'est amarré et a commencé à s'éloigner du quai, ayant à son bord le général Mascarenhas et le général Zenobio. À la tête du premier contingent militaire sud-américain, prêt à partir combattre dans l'ancien monde sous son propre drapeau. C'est là que commençait l'épopée de la force expéditionnaire brésilienne, une semaine après avoir quitté Rio de Janeiro.
Le navire de transport de troupes United States Ship Generalman, transportant la première division de la force expéditionnaire brésilienne vers l'Europe, se trouvait au milieu de l'océan Atlantique. Le passage de l'équateur a été célébré à bord avec la traditionnelle cérémonie de Neptune. Mais la troupe brésilienne avait peu de raisons de se réjouir. L'immense majorité de ces 5000 hommes n'avaient jamais été sur un navire auparavant, et les règles de sécurité strictes imposées par la marine des États-Unis rendaient l'expérience encore moins confortable. Le général Mascarenhas, passager lors de ce voyage, s'est souvenu. Désagréables, insupportables même, étaient peints les nuits chaudes et interminables, vécues dans des compartiments étouffants et bondés jusqu'au plafond, complètement fermés pour qu'aucune partie du navire ne soit exposée. De plus, la différence de nourriture et l'agitation de la mer ont provoqué des nausées chez un grand nombre de compagnons, ce qui rendait la vie dans les logements intolérable. Bien qu'il sache qu'il partait en Italie, Mascarenhas ignorait la destination finale. Gardé secret par le commandement américain, l'United States Ship Generalman a franchi Gibraltar et rejoint la Méditerranée. Mais ce n'est que dans la matinée du 16 juillet que les Brésiliens à bord ont compris où ils se trouvaient. La silhouette imposante et menaçante du mont Vésuve, l'immense volcan qui était entré en éruption avec fureur seulement 4 mois plus tôt. Il crachait un fin et continu nuage de fumée sombre juste à droite à l'horizon, ne laissant aucun doute. Le navire se dirigeait vers le port de Naples. Mascarenhas fut le premier à descendre du navire. Ayant devant lui un comité d'honneur de l'armée des États-Unis, dirigé par le général Jacob Devers, commandant américain de la Méditerranée, venu le saluer à son arrivée, la troupe fut débarquée du navire et envoyée à Bagnoli, une banlieue de Naples, où elle campa pendant les semaines suivantes. Pendant que Mascarenhas et son état-major menaient eux les négociations pour recevoir l'équipement et l'armement promis, sans lesquels ils ne pourraient même pas se rendre sur la ligne de front. Au Brésil, le 20 juillet, le ministère de l'Aéronautique créa l'organisme le plus innovant de la force expéditionnaire brésilienne, la première escadrille de liaison et d'observation. Dans la doctrine de guerre nord-américaine, l'artillerie divisionnaire devait compter sur le contingent aérien pour orienter le tir de ses armes, une pratique que l'armée brésilienne ne connaissait pas encore. Le commandement de l'escadrille fut confié au capitaine aviateur João Afonso Belloc, qui eut 2 mois pour sélectionner ses aviateurs et le personnel au sol, ainsi qu'il a pris contact avec ses observateurs, des officiers d'artillerie de l'armée de terre volant avec leurs pilotes. Après cela, Belloc s'est présenté au général Osvaldo Cordeiro de Farias, commandant de l'artillerie de la force expéditionnaire brésilienne, à qui son unité serait subordonnée en Italie. Après l'invasion réussie de la Normandie, le commandement allié a décidé de manœuvrer pour diviser la résistance allemande en France. Débarquant également sur la côte sud de la France, cette opération serait exécutée avec des troupes qui, à ce moment-là, combattaient en Italie. Le général Mark Clark, commandant de la 5e armée américaine, a été informé qu'il devrait céder. Le corps d'armée français, composé de 3 divisions, pour l'invasion du sud de la France, sans aucune perspective de recevoir des renforts. À ce moment, la force expéditionnaire brésilienne en Italie est devenue non seulement opportune, mais aussi essentielle pour la 5e armée. Le 26 juillet, les Brésiliens se sont déplacés à Tarquinia, où ils ont enfin reçu tout leur matériel de guerre, y compris les véhicules. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à se déplacer par leurs propres moyens. À partir de là, les soldats brésiliens seraient identifiés sur le front de bataille. Par l'utilisation caractéristique du casque en métal M1 américain, ainsi que par diverses pièces de vêtements américains pour compléter l'uniforme national, notamment les vêtements d'hiver. Soudainement, la force expéditionnaire brésilienne s'est mise à utiliser l'ensemble d'équipements de guerre le plus moderne disponible dans les arsenaux américains, à l'exception notable du fusil d'infanterie. Même sous les protestations de Dutra et Mascarenhas, les Américains ont refusé de livrer le fusil semi-automatique, main garante à la troupe brésilienne. À la place, ils ont cédé l'ancien fusil Avero Springfield M1903. Le 11 août, Mascarenhas a rencontré Clark à son quartier général et elle a été décidé que la force expéditionnaire brésilienne rejoindrait la 5e armée, au sein de son 4e corps, commandé par le général Willis Krittenberger qui, contrairement à Mark Clark, ne s'est pas montré enthousiaste à l'idée de recevoir la troupe brésilienne sous son commandement.
Le 18, la force expéditionnaire brésilienne a commencé à se déplacer vers le camp de Vada, où elle recevrait enfin sa formation finale pour le combat. Et là, la troupe a célébré le 7 septembre avec un défilé devant le haut commandement allié en Italie. 2 jours plus tard, Mascarenhas et Krittenberger ont organisé l'entrée de la troupe brésilienne sur le front. À ce moment-là, avec seulement un régiment d'infanterie disponible en Italie, le Brésil entrerait en combat sous la forme du détachement Force expéditionnaire brésilienne. Une unité de taille régimentaire qui agirait comme une division réduite et qui serait placée sous le commandement direct du général Zenobio da Costa. Pendant que Mascarenhas s'occupait de recevoir et de former le reste du contingent qui devait encore venir de Rio de Janeiro, comme c'était l'habitude pour les unités inexpérimentées. Il a été sélectionné pour le baptême du feu de la force expéditionnaire brésilienne. Secteur relativement calme de la ligne de front, le secteur côtier de la mer Tyrrhénienne, le long du fleuve Serchio. Alors que la première compagnie du génie était devenue la première unité brésilienne à entrer en service, effectuant des réparations sur l'infrastructure de l'arrière, depuis le 6 septembre. Le 13 septembre, le détachement de la force expéditionnaire brésilienne a reçu ses premiers ordres de combat et devait se rendre à Pise cette nuit-là. Le lendemain, la troupe a marché vers Vecchiano, à 8 km au nord de Pise, pour remplacer les soldats américains sur la ligne de front. La force expéditionnaire brésilienne allait enfin se retrouver face à face avec l'ennemi. De l'autre côté du front se trouvait le 14e corps blindé allemand, sous le commandement du général Friedhof von Zenger, créateur du système défensif qui avait paralysé les Alliés pendant tout le premier semestre de cette année-là. À Monte Cassino, dans cette zone, Zenger disposait à ce moment-là d'un effectif d'infanterie réduit, représenté par la 42e division Jäger du général Walter Jost. Mais il pouvait compter sur un vaste soutien d'artillerie qui incluait le puissant canon ferroviaire Krupp K5 de 280 mm. Le 16 septembre, les avant-gardes brésiliennes encore inexpérimentées, qui bénéficiaient en faute du soutien d'une compagnie de chars Sherman américains, avancèrent vers le nord en direction de leur premier objectif, la ville de Massarosa. En fin d'après-midi, ils prirent la localité. Après une attaque de l'artillerie de la force expéditionnaire brésilienne qui avait tiré sa première salve à 14h22, l'ennemi évacua Massarosa avant l'arrivée des Brésiliens, ce qui poussa Zenobio à ordonner la poursuite de l'avancée jusqu'à Camaiore. Cependant, déjà conscients de l'avancée, les Allemands accueillirent la force brésilienne avec un lourd barrage d'artillerie qui détruisit le pont et bloqua l'avancée des chars. C'est alors que le capitaine Hernani Airosa da Silva, commandant de la 2e compagnie, décida de laisser les chars derrière lui. Et au milieu du bombardement, il mena une attaque contre la ville, capturant Camaiore le 18 septembre. Action pour laquelle il a été décoré de la Bronze Star américaine. Après cette victoire, le détachement de la force expéditionnaire brésilienne se retrouvait désormais face à la redoutable ligne gothique, le réseau de positions défensives allemandes, qui s'étendait de la mer Tyrrhénienne jusqu'à la mer Adriatique, en passant par la chaîne des Apennins. Pendant ce temps, au Brésil, le général Cordeiro de Farias avait été informé que 2 grands navires de transport arrivaient à Rio de Janeiro pour transporter le reste de la division expéditionnaire en Europe. Et il commanderait la 2e vague d'embarquement, tandis que la 3e vague serait sous le commandement du général Falconier d'Acuna. C'est alors que le United States Ship General Mann et le United States Ship General Meigg ont accosté simultanément au quai du port. Et à la Villa Militar, le 1er et le 11e régiment d'infanterie ont reçu l'ordre de commencer l'embarquement. Contrairement à l'embarquement de la première vague 2 mois plus tôt, le 2e embarquement s'est déroulé ouvertement, avec une large couverture médiatique. Les soldats ont embarqué avec des uniformes spécialement conçus pour la traversée, et les 2 navires ont quitté Rio de Janeiro le 22 septembre. En Italie, Zenobio da Costa avait décidé de lancer l'assaut contre la ligne gothique, une attaque sur le mont Prano, une élévation utilisée par les Allemands comme observatoire pour leur artillerie qui offrait une vue sur Camaiore et toute la plaine côtière. Une fois de plus, la 2e compagnie du capitaine Airosa a mené l'attaque, couverte par le feu des chars Sherman. L'attaque a commencé le 21 et la troupe brésilienne a progressé fermement tout en repoussant des noyaux isolés. Résistance, les prisonniers ont été interrogés. Ils ont révélé que le commandement de la 42e division Jäger prévoyait de se retirer le 24, abandonnant les positions sur la montagne.
Ainsi, la force expéditionnaire brésilienne a progressé à la poursuite des Allemands, qui battaient en retraite, prenant complètement le Monte Prano et ses environs le 26 septembre. Au cours de l'action, la force expéditionnaire brésilienne a subi ses premières pertes au combat, avec 5 morts et 17 blessés, capturant 31 prisonniers et avançant de 18 km. Dans les jours suivants, des renseignements indiquaient une concentration de forces allemandes dans la vallée du fleuve Serchio, à l'est de la position brésilienne. Le général Walter Jost avait ordonné l'abandon des montagnes au sud-ouest de la vallée. De cette manière, le commandement brésilien a commencé un déplacement vers la vallée, occupant Borgo a Mozzano. Le 29, Zenobio a déplacé le 1er et le 3e bataillon vers la vallée, laissant le 2e bataillon du major Abilio Pontes. Opérant dans les montagnes à l'ouest, Abilio a poursuivi les Allemands à travers un terrain difficile, établissant finalement le contact avec un ennemi à Fort Novo Lasco, le 4 octobre. Pendant ce temps, dans la vallée du Serchio, l'avant-garde brésilienne avançait, capturant plusieurs petites villes sur les rives de la rivière, mais leur progression était souvent retardée par l'artillerie ennemie, qui bénéficiait d'un large champ de vision. Depuis la position de la force expéditionnaire brésilienne, le 3e bataillon du commandant Silvino Castor da Nobrega a continué à avancer et à capturer la ville de Forna. Lors d'un coup de main, le 6 octobre, prenant intacte une usine de munitions et de pièces aéronautiques. Témoins du retrait précipité que les Allemands ont dû effectuer dans la ville, ce même jour, les 2 navires de transport arrivaient à Naples, amenant le reste de la division brésilienne. Le général Mascarenhas est allé accueillir ses soldats, enfin soulagé d'avoir tout son contingent sur le sol italien. La situation totalement différente sur la ligne de front, cependant, a fait que la réception de ces contingents a été bien différente de celle de juillet. L'urgence du besoin de troupes sur le front de bataille a fait que les hommes furent rapidement embarqués sur des péniches de transport d'infanterie. Au cours d'un voyage de 36 heures sur la mer Tyrrhénienne en direction du nord, le balancement constant des embarcations provoqua des nausées encore plus sévères chez la troupe. Les péniches ont débarqué les soldats à Livourne. Puis ils ont rejoint le campement de la forêt de San Rossore, où se situait le quartier général du corps expéditionnaire brésilien. Ils sont arrivés le 11 octobre. Les nouveaux contingents ont été accueillis par le général Eurico Gaspar Dutra, en mission d'inspection du corps expéditionnaire brésilien en Italie depuis la fin du mois précédent. Reconnu pour être extrêmement objectif et peu bavard, Dutra a rencontré tout le commandement allié. Depuis le maréchal Sir Harold Alexander, commandant du 15e groupe d'armée, en passant par Mark Clark jusqu'à Willis Krittenberger, pour comprendre l'encadrement de la force brésilienne et connaître son action. Après avoir inspecté divers contingents de la 5e armée, et après avoir observé que chaque division portait sur le bras gauche une insigne propre pour identifier la troupe. Dutra a demandé à Mascarenhas pourquoi la force expéditionnaire brésilienne ne disposait pas d'une Mascarenhas. Je lui ai dit que j'avais réfléchi à la question et qu'une idée qui lui avait été présentée était d'utiliser un serpent en train de fumer. C'était une réponse claire aux provocations reçues au Brésil. On disait qu'il serait plus facile de voir un serpent fumer que de voir la force expéditionnaire brésilienne partir à la guerre. Outre les réceptions officielles, Dutra a décidé de visiter la ligne de front de la force expéditionnaire brésilienne dans la vallée du Serchio, pour voir la guerre de près de ses propres yeux. Ignorant les préoccupations soulevées par Mark Clark concernant sa sécurité, Dutra s'est avancé jusqu'aux postes d'observation les plus proches du No Man's Land, évaluant de façon élogieuse la performance de la force brésilienne jusqu'à ce moment-là. De retour au Brésil le 18 octobre, après la conquête de Fornat, Krittenberger a ordonné une pause dans les attaques afin de consolider ses positions. Et seules des patrouilles brésiliennes ont commencé à sonder la ligne de front, indiquant que Barga avait déjà été évacué par les Allemands. La ville a été occupée par la force expéditionnaire brésilienne le 11 octobre, en même temps que Gallicano. Le 13, le renseignement de la 5e armée a signalé une concentration de troupes ennemies dans la défense de la ville de Castelnuovo di Garfagnana, le plus grand carrefour logistique de la région, incluant des éléments de la 232e division d'infanterie du général Eckhard Freiherr von Gablenz. À ce moment-là, un grand dilemme a été affronté par le commandement allié. Il deviendra évident que les Allemands renforçaient lourdement Castelnuovo de Garfagnana et que la prise de la localité devait être réalisée dans les plus brefs délais, avant que les renforts ne se consolident. Cependant, le nombre réduit de troupes brésiliennes disponibles,
qui à ce moment-là était déjà épuisé par un mois entier de combats incessants, imposait une limitation téméraire à la puissance offensive alliée. Étant donné que le reste de la division brésilienne recevait encore son armement à l'arrière. Même ainsi, des patrouilles brésiliennes fouillaient toute la ligne de front, établissant des positions de plus en plus avancées sur le terrain occupant Somocolonia. Le 24 octobre, le commandement a également reçu l'information que la division alpine italienne Monterosa était arrivée en renfort. Castelnuovo de Gargagnana. Sous les ordres de Krittenberger, Zenobio a attaqué dans la matinée pluvieuse du 30 octobre avec le 1er bataillon du commandant João Carlos Gross partant de Somocolonia en direction de Lama de Soto, capturant la localité à 11h45 du matin. Toute la journée, l'infanterie brésilienne a repris à l'ennemi tous les points de départ pour l'attaque finale sur Castelnuovo de Garfanana. Le mouvement s'est terminé à 18h30, portant la force expéditionnaire brésilienne à seulement 4 km de la ville. Le succès rapide des troupes lors de l'attaque de ce jour-là a renforcé la confiance de Zenobio dans la capture victorieuse de la forteresse ennemie. Mais la fatigue des soldats et la fragilité des positions sur la ligne de front allaient y causer une très mauvaise surprise au commandement allié. Dans la doctrine militaire allemande, la perte d'une position importante au profit de l'ennemi devait être suivie d'une contre-attaque immédiate, et la force expéditionnaire brésilienne allait en faire l'expérience elle-même. Dans la froide et pluvieuse aube du 31 octobre, les Allemands et les Italiens ont lancé une contre-attaque contre les positions de la 3e compagnie, qui soudainement s'est retrouvée sous le feu de face et sur les flancs. En se repliant vers Albiano le matin, une nouvelle contre-attaque, cette fois soutenue par une forte artillerie, a eu lieu. La 1re compagnie a résisté jusqu'à épuisement de ses munitions, mais a dû se replier vers Catanhana, ce qui a entraîné la perte des positions conquises la veille. La contre-attaque a inquiété le général Mark Clark, qui a ordonné le déploiement immédiat du reste de la force expéditionnaire brésilienne en première ligne, même sans avoir terminé leur période d'entraînement à l'arrière. Malgré le revers du 31, la performance du détachement de la force expéditionnaire brésilienne durant les 45 jours précédents avait impressionné le commandement américain, et Clark décida d'attribuer à la division brésilienne un défi plus grand. La force expéditionnaire brésilienne serait transférée vers le secteur central du front de la 5e armée, où les Allemands avaient admis en place une défense jusque-là imprenable sur la ligne gothique, dont la chute était essentielle pour la victoire en Italie. La troupe brésilienne serait transférée dans la vallée du Reno, établissant des positions face au Monte Castello. Cela marquait le début d'une nouvelle et complexe phase dans les opérations de combat de la force expéditionnaire brésilienne. Au début du mois de novembre 1944, la force expéditionnaire brésilienne était en déplacement le long du front de bataille allié dans le nord de l'Italie. Elle quittait le secteur secondaire de la vallée du Rio Serchio après 45 jours de combats couronnés de succès, et elle se dirigeait maintenant vers la zone d'opération la plus intense de la VE armée, la vallée du fleuve Reno. La géographie de l'Italie imposait un sérieux défi défensif aux Allemands qui se trouvaient maintenant retranchés le long de la ligne gothique. Le réseau de fortifications qui s'étendait au-dessus de la chaîne des Apennins, une longue chaîne de montagnes qui traverse tout le territoire italien, du nord-ouest au sud-est. Cependant, juste au nord des Apennins, se trouve la vallée du Pô, une vaste plaine qui n'offrait aucune condition défensive. Et le général Heinrich von Fittenhof, commandant des forces allemandes en Italie, savait que la perte des positions défensives sur la ligne gothique signifierait la fin de la résistance allemande dans le pays. De cette manière, le haut commandement allemand s'est accroché à ses fortifications dans les montagnes, et les en déloger serait la dure tâche des armées alliées. De l'autre côté de la ligne de front, le général Mark Clark, commandant de la 5e armée américaine, avait devant lui la tâche de franchir la ligne gothique et d'atteindre la ville de Bologne. La clé pour accéder à la vallée du Pô. Et pour cela, il devait s'emparer de la route 64, qui longe le fleuve Reno au fond de la vallée jusqu'à Bologne. Cependant, la puissante artillerie allemande parvenait à viser toute la route, guidée par des observateurs postés au sommet des pics montagneux au nord, empêchant ainsi toute avancée américaine vers Bologne. Pour que Bologne soit capturée, il fallait d'abord chasser les Allemands des abords de la route en prenant l'ensemble de la chaîne de montagnes.
Et l'une de ces montagnes était le célèbre mont Castello. Le mont Castello était la position la plus fortifiée et avancée de la chaîne Belvédère della Torraccia, offrant aux Allemands une vue totale sur la route 64. Les observateurs allemands au sommet du mont Castello dirigeaient le feu de l'artillerie installée sur les montagnes derrière eux. La capture de cette position, déclarée priorité par le commandement allié, a été confiée à la division d'infanterie brésilienne. La troupe brésilienne a terminé son déplacement le 9 novembre, ayant remplacé les soldats, les Américains, sur tous les points de leur nouvelle et longue ligne de front qui s'étendait des environs de Gadio Montano jusqu'aux abords de Torre di Nerone, sur une distance de 15 km. Le commandant du 4e corps d'armée, le général Willis Krittenberger, était déterminé à éliminer la présence allemande dans les montagnes avant l'arrivée de l'hiver. Et il ordonna immédiatement à Mascarenhas de lancer une attaque contre le Monte Castello, qui était défendu par la 12e 32e division d'infanterie du général Eckhard Freiherr von Gablantz. Cependant, Mascarenhas n'avait alors qu'un tiers de ses troupes. En première ligne, le 6e régiment d'infanterie désormais épuisé, qui combattait sans relâche depuis près de 2 mois. Ces 2 autres régiments se trouvaient encore à l'arrière, recevant des armes, et leur entraînement ne devait pas être terminé avant la première semaine de décembre. Le général brésilien a exposé au commandement américain l'impossibilité de lancer une offensive tout en gardant 15 km de ligne de front avec si peu de soldats. La réponse de Mark Clark au problème a été catégorique. Le reste de la force expéditionnaire brésilienne devait donc être immédiatement amené sur la ligne de front, même avec une formation incomplète. Consterné, Mascarenhas ordonna le début du déplacement du 1er et du 11e régiment de leur campement à San Rossori vers Borgo Capane, à 3 km au sud de son quartier général avancé, à Porretta Terme. Les troupes commencèrent à arriver à Borgo Capane le 19 novembre. Et 2 jours plus tard, le 1er bataillon du 1er régiment d'infanterie était déjà devenu l'élément de réserve du 4e corps d'armée. Le déplacement des 10 000 hommes prendrait encore plusieurs jours pour être achevé, mais le général Kruitenberger était impatient de passer à l'attaque. Et il ordonna que l'action soit menée par un contingent américain appelé Task Force 45 qui bénéficierait du soutien brésilien. Uniquement sous forme du bataillon du commandant Silvino, de l'escadron de reconnaissance et du 9e bataillon du génie. La Task Force 45 a été confiée au général américain Paul Rutledge. Et avec le soutien des blindés et de l'artillerie du 4e corps, il a attaqué frontalement le Monte Castello et Bétaïa le 24 novembre, ce qui a abouti à un échec complet. L'attaque a été repérée à l'avance par les Allemands et leur artillerie a lancé un barrage destructeur contre l'avancée de Rutledge, empêchant tout gain de terrain. Déterminé, le général a décidé de tenter une nouvelle attaque le lendemain, cette fois en montant 2 fronts pour disperser la concentration de l'artillerie adverse. En plus d'attaquer le Monte Castello, la Task Force 45 a également attaqué le Monte Belvedere, à l'extrémité ouest de la chaîne montagneuse. Avec leur artillerie divisée, les Allemands n'ont pas pu résister à l'attaque. Les sommets du Monte Castello et du Monte Belvedere ont été occupés par les Américains et les Brésiliens, provoquant une vague d'enthousiasme chez les généraux alliés. Mais ce sentiment de joie serait de courte durée. En divisant la troupe en 2 fronts, Rutledge a dangereusement réduit sa force. Et, comme d'habitude, les Allemands ont répondu à la perte de l'important Monte Castello par une contre-attaque immédiate qui a repris la hauteur le même jour. Face à l'échec, Krittenberger a rendu à Mascarenhas le commandement des unités brésiliennes de la force opérationnelle 45. Le lendemain, et ce 26 novembre, le commandant brésilien a eu, pour la première fois en première ligne, le contrôle de toute sa division. En même temps, Krittenberger a pressé Mascarenhas d'attaquer le Mont Castello dans un délai de 3 jours, un délai dangereusement court, alors que le 6e régiment épuisé était en train d'être remplacé sur la ligne de front à ce moment-là. Mascarenhas devrait utiliser des troupes inexpérimentées pour l'attaque de la montagne, ce qui augmenterait les risques de toute l'opération. La position défensive montée par Gobelin à Monte Castello avait été renforcée après la frayeur du 25 et comptait maintenant plus de soldats. De vastes champs de mines couvraient dans les voies d'approche, une longue série de casemates et de nids de mitrailleuses étaient disposés en profondeur.
en plus de plusieurs snipers positionnés sur le terrain. Tout cela était complété par l'artillerie allemande de gros calibre, dont le tir précis était appelé chaque fois que nécessaire. Le malheur a encore frappé dans la nuit du 28 novembre, veille de l'attaque. Les Allemands ont attaqué et ont délogé les Américains du sommet du mont Belvédère, reprenant toute la montagne dans les heures qui ont suivi. En possession de cette position, le commandement allemand avait désormais tout son dispositif libéré pour agir comme il le jugeait nécessaire. À 4 heures du matin, le 29 novembre, la force d'attaque brésilienne a commencé à se déplacer vers ses points de départ pour l'offensive, qui devait commencer à 6 heures du matin. La pluie qui était tombée la nuit précédente avait laissé le terrain boueux, provoquant un retard d'1 heure dans l'attaque qui fut finalement lancée à 7 heures du matin avec un barrage d'artillerie de Cordeiro de Farias. Dans l'attaque se trouvaient les débutants du 1er bataillon du 1er régiment, commandé par le major Olívio Uzeda, et le 3e bataillon du 11e régiment, commandé par le major Cândido da Silva, dont les soldats allaient avoir leur premier contact avec la guerre précisément contre la forteresse de Monte Castelo. L'avancée brésilienne s'est faite à un coup élevé ce matin-là, les 2 bataillons parvenant à progresser jusqu'à midi, moment où ils ont été stoppés sur le terrain par les armes allemandes. Les pertes ont augmenté constamment à partir de ce moment-là et, peu après, une contre-attaque a forcé le bataillon Uzeda à reculer. Se voyant isolé, Cândido a également reculé avec son bataillon. Et la nuit approchant, quelques heures plus tard, l'ordre d'abandonner l'attaque a été donné par le commandement brésilien. La planification hâtive et l'emploi de troupes inexpérimentées ont coûté cher. La force expéditionnaire brésilienne a enregistré 181 morts et blessés. Même ainsi, Mark Clark est resté insistant pour capturer le mont Castelo avant l'hiver. Il a ordonné à Mascarenhas de réessayer, cette fois avec un soutien d'artillerie plus important du 4e corps pour l'attaque brésilienne. Au début du mois de décembre, le temps a commencé à se détériorer et l'attaque a été reportée au 12 dans l'espoir que les lourds nuages se dissiperaient au-dessus de la zone. L'utilisation des contingents novices serait une fois de plus nécessaire, et un événement survenu au début de ce mois avait démontré les risques de cette situation. Dans la nuit du 2 au 3 décembre, le 1er bataillon du 11e régiment d'infanterie, qui venait d'arriver de l'arrière, avait été envoyé pour garnir la ligne de front, à Guanella, face au Monte Castelo. Cette nuit-là, les soldats et officiers inexpérimentés furent bien surpris par une patrouille renforcée d'environ 40 soldats allemands, appuyés par des mitrailleuses et des mortiers. Et se retrouvant soudainement sous le feu, ils ont paniqué. Certains soldats ont abandonné leur position, et ensuite les officiers eux-mêmes ont ordonné la retraite, laissant tout leur équipement derrière eux, dans un événement qui est devenu connu sous le nom de Nuit des Lorindos. Malgré la frayeur qu'ils ont causée, les Allemands n'avaient pas d'effectifs pour occuper les positions brésiliennes. Mascarenhas ordonna rapidement au 3e bataillon du 6e régiment d'occuper le secteur abandonné du front. Le 12 décembre s'est levé complètement couvert, avec des nuages bas et une pluie fine et persistante. Les nuages couvraient le sommet du mont Castelo. Et avec cela, Mascarenhas espérait pouvoir garder l'effet de surprise de l'attaque jusqu'au dernier moment. Mais ces conditions climatiques extrêmes, qui ne permettaient qu'une visibilité maximale de 50 mètres, rendaient également impossible le réglage des tirs d'artillerie, ainsi que l'utilisation de l'aviation en soutien. Mais même l'effet de surprise que Mascarenhas comptait utiliser à son avantage fut complètement anéanti. À 6 heures du matin, au moment précis où les 2e et 3e bataillons du 1er régiment partaient silencieusement à l'attaque. L'artillerie américaine a ouvert un immense barrage de feu sur le mont Belvédère, alertant les Allemands que quelque chose allait arriver. Ayant repéré la direction de l'attaque brésilienne, Goblins a réagi. Il a réagi avec tout son arsenal, paralysant tout le 2e bataillon à seulement quelques mètres de sa base de départ, ce qui a poussé le général Zenobio à envoyer sa réserve opérationnelle, le 3e bataillon du 11e régiment, en soutien. Après avoir reçu le soutien, la troupe a commencé à progresser lentement, mais certains pelotons se sont retrouvés complètement paralysés par le feu des mitrailleuses et se sont accrochés au sol. Le chaos provoqué par la violente réaction allemande et le mauvais temps qui persistait pendant l'attaque a causé de nombreuses pertes, y compris par des tirs amis provenant des blindés américains.
Sur la droite de l'attaque, le 3e bataillon du 1er régiment, commandé par le major Franklin Rodrigues, a réussi à progresser en montant la colline, même sous un feu intense. Et, dans les premières heures de cet après-midi-là, ces avant-gardes sont entrés dans la zone de brouillard, qui couvrait le sommet de la colline. Dans une démonstration de détermination et de courage face à un scénario sombre, les soldats brésiliens ont réussi à atteindre le sommet du mont Castelo, mais ils ont été tués par les Allemands à l'intérieur du nuage, et leurs corps sont restés là, non enterrés, pendant tout l'hiver. À 15 heures, alors que la nuit commençait déjà à tomber, le commandement brésilien a donné l'ordre d'abandonner l'attaque, retirant ses troupes éprouvées de la montagne. Face au désastre de ce jour-là, Krittenberger a décidé d'ordonner l'arrêt de toutes les activités offensives du 4e corps pour le reste de l'année, plaçant toute la ligne de front en état défensif. Le mont Castelo résistait sous les yeux de Mascarenhas, de Moraes comme un ennemi redoutable qui exigerait de lui un effort suprême pour être conquis. Les soldats brésiliens devraient redevenir des professionnels. Et l'hiver qui s'annonçait serait l'occasion pour que cela se produise. Rapidement, les températures se sont tombées à -20 degrés et la neige a recouvert tout le paysage des Apennins. Face à une telle nouveauté pour la troupe brésilienne habituée à la chaleur tropicale, les soldats se sont vêtus de couvertures blanches pour se camoufler dans la neige, fournis par les Américains, et ont improvisé des moyens de rester au sec et au chaud dans ces conditions rigoureuses. En même temps, ayant une vue privilégiée sur les positions brésiliennes en contrebas, le commandement allemand a constamment bombardé avec son artillerie lourde les postes de la ligne de front et surtout le quartier général de Mascarenhas, à Porret-à-Terme. Mais c'est pendant cet hiver que toute la force expéditionnaire brésilienne a acquis une précieuse expérience de combat, en effectuant des patrouilles constantes sur la ligne de front. Lors de ces actions, un groupe de combat brésilien traversait le No Man's Land et sondait la ligne de front ennemie, effectuant des reconnaissances et capturant des prisonniers à plusieurs reprises, engageant le combat avec des patrouilles et des positions fortifiées allemandes. Les mois de décembre et janvier ont été transformateurs pour la division d'infanterie expéditionnaire, qui en est sortie comme une force de combat complète et expérimentée, très différente de la force expéditionnaire brésilienne de l'an passé. Et c'est précisément cet hiver-là que les soldats brésiliens ont commencé à porter sur le bras gauche l'insigne qui allait les rendre mondialement connus. Un serpent vert fumant une pipe sur un fond jaune surmonté du mot Brésil. À la fin du mois de décembre également, un grand changement a eu lieu dans le commandement allié, avec Mark Clark prenant le commandement du 15e groupe d'armée. Le 5e armée ayant été confié au général Lucien Tresco, Tresco a réévalué les plans de bataille de la 5e armée et a déplacé l'axe offensif vers le secteur du 4e corps. Il prévoyait d'atteindre la vallée du Pô en passant par la vallée de la rivière Panaro, moins escarpée que la vallée du Reno jusqu'à Bologne. Le massif du Monte Castelo ne devait plus seulement être conquis pour ouvrir la route 64, mais aussi parce qu'il se trouvait directement sur la voie de l'avancée alliée. Pour éliminer le soutien d'artillerie au Monte Castelo, Krittenberger comptait désormais sur la 10e division de montagne, une unité alpine d'élite récemment arrivée des États-Unis. L'offensive, désormais baptisée Plan Encore, serait lancée par la 10e division de montagne, qui devait prendre le Monte Belvedere et le Monte Gorgolesco, éliminant ainsi tout le flanc ouest allemand. Ainsi, la force expéditionnaire brésilienne pourrait attaquer le Monte Castelo et progresser vers le Monte della Torraccia. L'attaque américaine a débuté le 19 février, la 10e division de montagne surprenant les Allemands. Au sommet du Monte Belvedere et du Monte Gorgolesco, pris le même jour, l'ennemi fut contraint de reculer vers l'est. Le Wind, les Thunderbolts du premier groupe de chasse brésilien ont attaqué les positions allemandes à Monte Castelo, détruisant des casemates et d'autres fortifications sur tout le terrain. Et à l'aube ensoleillée du 21 février, le commandement brésilien se sentit enfin confiant dans la mission. L'attaque principale du 1er régiment a progressé comme prévu, couverte par un vaste bombardement de l'artillerie divisionnaire qui était dirigé par les observateurs aériens de l'escadrille du capitaine Bellocchi. Le 2e bataillon du 11e régiment, lors d'une attaque secondaire, a pris et occupé Bétaïa, retirant aux Allemands le contrôle du passage entre les montagnes.
3 bataillons brésiliens gravissaient maintenant la montagne, saturant la capacité des défenses allemandes qui résistaient encore comme elles pouvaient au feu coordonné des forces brésiliennes. Contrairement aux tentatives précédentes, le franchissement du dernier tiers de l'élévation s'est fait en force et à un rythme soutenu. Et à 17h20, la résistance allemande s'est effondrée. Les soldats brésiliens ont occupé victorieusement le sommet du Monte Castello, cette fois de façon permanente, éliminant enfin la forteresse ennemie qui les avait défiés depuis l'année précédente. Mascarenhas avait à ce moment-là une grande délégation à son poste de commandement, venue pour suivre de près l'attaque brésilienne. En assurant la victoire, il a été chaleureusement félicité par Mark Clark et Willis Krutenberger, éliminant définitivement tout doute sur la valeur combative de sa division. Les combats pour conquérir la chaîne de montagnes allaient se poursuivre dans les jours suivants. Mais maintenant, la force expéditionnaire brésilienne était revigorée, confiante et consciente de sa propre valeur. La division brésilienne était maintenant prête à atteindre la victoire finale contre l'armée allemande. Le lendemain de sa victoire à Monte Castello, la force expéditionnaire brésilienne était enfin réunie au complet en Italie. La division d'infanterie expéditionnaire avait terminé son débarquement en septembre 1944, mais la force expéditionnaire brésilienne comprenait encore un dépôt de personnel de 10 000 hommes en réserve. 2 échelons de transport, chacun avec 5 000 militaires, avaient quitté Rio de Janeiro en novembre 1944 et en février 1945. Et le 5e et dernier échelon de la force a débarqué à Naples le 22 février, étant transporté vers le camp du dépôt à Staffoli. De là, des milliers de soldats partiraient, envoyés vers la ligne de front pour remplacer les morts, les blessés, les malades et les disparus de la force expéditionnaire brésilienne. Et, après les coûteuses batailles de cet hiver, les rangs de la division brésilienne comptaient de nombreux nouveaux visages. Sur le front de bataille, la victoire sur le mont Castello, le 21 février, n'a pas signifié la célébration de la victoire, puisque les combats ont repris peu après la conquête de la montagne. Un deuxième ensemble de montagnes au nord-est, dominé par le poste d'observation allemand du mont Sopracasso, devait également être conquis pour ouvrir la voie vers le nord. Et cette tâche a été confiée par le commandement américain au général Mascarenhas de Moraes. Outre le Sopracasso, cet ensemble avait une position ennemie dangereuse, la tour de Nerone, qui a harcelé pendant des mois le flanc droit de la force expéditionnaire brésilienne, ainsi qu'une forteresse allemande dans le village de Castelnuovo qui contrôlait la route contournant les montagnes. Le 23 février, Mascarenhas a lancé l'attaque. Et cette nuit-là, la 6e compagnie du 2e bataillon du régiment Sampaio a avancé pour prendre la Serra, une position avancée allemande. Au pied du Soprasasso, l'un des pelotons de la 6e compagnie, commandé par le premier lieutenant Apollo Miguel Reich, est devenu la pointe de lance de l'avancée brésilienne. Et il s'approchait de la Serra lorsqu'il a été repéré par l'ennemi. Rapidement, le peloton du lieutenant Apollo a été encerclé à l'avant et sur les côtés par 6 mitrailleuses allemandes. Elles se trouvaient entre 15 et 80 mètres, forçant les Brésiliens à se mettre à l'abri. Même en nette infériorité de feu, Apollo a décidé de maintenir sa position, en coordonnant la riposte brésilienne. Même après avoir été blessé et refusant d'être évacué, il a continué à tirer sur les Allemands tout au long de la nuit, parvenant finalement à les surpasser et à conquérir la Serra. Pour ces actes, le lieutenant Apollo a été décoré par le commandement américain de sa 2e plus haute distinction pour bravoure, la Croix du service distingué, juste en dessous de la médaille d'honneur, faisant d'Apollo le combattant brésilien le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. Les jours suivants, la force expéditionnaire brésilienne s'est divisée en 2, flanquant à gauche et à droite l'avancée de la 10e division de montagne, de cette manière dans le secteur oriental. Le 6e régiment d'infanterie, désormais sous le commandement du colonel Nelson de Mello, a occupé le monté de la Crotte le 4 mars, en entamant une avancée vers l'est, le long de la crête montagneuse couvert par le feu de l'artillerie divisionnaire. Le lendemain, sous un feu ennemi intense, les Brésiliens ont conquis le monte Soprachasso. Et faisant preuve d'une grande maturité opérationnelle, ils ont résolument repoussé les contre-attaques allemandes qui ont tenté de reprendre la position. Le lieutenant Hugo Correa, qui avait été amené du dépôt de personnel à la ligne de front et, il y a quelques jours, avait reçu le commandement d'un peloton du 6e régiment a décrit l'attaque.
De cette façon, ces hommes de l'intérieur du Brésil, avec cet aspect peu martial mais sain, mais résistants et courageux, ont réussi l'exploit de franchir, dans une progression si bien exécutée et synchronisée, cette pente abrupte parcourant une distance de 500 mètres en quelques minutes. Synchronisés avec le barrage de notre artillerie, ils ont délogé les ennemis de leurs casemates creusées sur le flanc de la colline, les surprenant et utilisant des armes automatiques et des fusils. Tirant à l'intérieur de ces abris, comme on chasse des animaux intouchés, en sont sortis les soldats autrefois invincibles, apeurés, suppliant qu'on ne les tue pas. Pendant que le 1er et le 2e bataillon du 11e régiment partaient pour contourner la position allemande dans les montagnes, le 6e régiment avançait contre Castelnovo. Et malgré la réaction intense de l'artillerie ennemie, il a réussi à atteindre la ville à 19h ce soir-là, achevant l'expulsion des Allemands le lendemain matin. Après avoir pris le contrôle des montagnes, le 4e corps a consolidé sa nouvelle ligne de front. Et le général Kreitenberger a suspendu les activités offensives le 7 mars. La 10e division de montagne était épuisée et avait besoin de repos, tout comme la division d'infanterie brésilienne. Mascarenhas a profité de la phase de stabilisation pour accorder un repos bien mérité à ses soldats, qui, depuis l'automne précédent, étaient en contact ininterrompu avec l'ennemi. Ainsi, le commandement de la division a organisé un système de permission pour les hommes. Ils ont été envoyés en voyage de détente à Rome et à Florence, où ils ont pu fréquenter des cinémas, des bars et des bals. C'est ainsi que s'est déroulé le reste du mois de mars, tandis que l'hiver cédait enfin la place au printemps de 1945. Le 20 mars, Mascarenhas a été convoqué à une réunion avec les commandants du 4e corps au quartier général de Kreitenberger, et celui-ci lui a exposé les plans pour l'attaque finale contre les Allemands en Italie. Désigné sous le nom d'opération Grapeshot, mais qui deviendrait populairement connu sous le nom d'offensive du printemps. Le plan général de l'offensive assignait au 4e corps la tâche de surpasser les derniers points forts allemands sur le chemin de la vallée du fleuve Panaro et d'occuper sa rive orientale en la suivant pour capturer Vignola, la clé pour pénétrer dans la plaine de la vallée du Pau. Le mouvement offensif direct serait mené par la 10e division de montagne et la 1re division blindée avec la force expéditionnaire brésilienne avançant vers le nord pour sécuriser le flanc de l'attaque principale. Cependant, Mascarenhas a demandé une extension vers l'est de la zone d'opération brésilienne, allégeant ainsi la charge de la 10e division de montagne. Kreitenberger a accepté avec le général brésilien. Et le front de la force expéditionnaire brésilienne a commencé à inclure la ville de Montes, dernier grand bastion allemand dans ces montagnes. Défendu par la 114e division Jäger du général Hans Joachim Ehlert. Montese se trouvait sur le versant ouest de la dernière montagne, située avant la rivière Panaro. Et à son sommet se trouvait une tour médiévale, utilisée par les Allemands comme observatoire d'artillerie. Le déplacement du 4e corps pour l'attaque a commencé le 7 avril, toute la préparation ayant été achevée le 13, pendant que plusieurs patrouilles étaient envoyées contre la ligne de front afin de sonder les positions ennemies sur le terrain. Pour mener l'attaque, le général Mascarenhas a choisi le 11e régiment du colonel Delmiro de Andrade, le dernier de ces 3 régiments à être entré en ligne l'année précédente, et le seul jusqu'à ce moment-là qui n'avait pas encore pris la tête d'une offensive. L'offensive directe contre la ville de Montes incomberait au 1er bataillon du 11e régiment, commandé par le major Manuel Lisboa, pendant que le 3e bataillon du major Candido da Silva attaquerait la hauteur à droite dans le but de capturer le sommet, à Montelo. Quant au 2e bataillon du 1er régiment, sous le commandement du major Chiseno Sarmento, il mènerait une attaque secondaire pour protéger le flanc droit du 11e régiment. Le matin du 14 avril, jour de l'ouverture de l'offensive du printemps, l'attaque brésilienne a commencé à 10h15, en synchronisation avec l'attaque de la 10e division de montagne. Un intense barrage d'artillerie brésilienne a précédé l'avancée de l'infanterie, martelant tous les points forts ennemis localisés par les patrouilles. Les jours précédents, le bataillon Cizeno a été le premier à avancer lors de son attaque secondaire. Mais dès que le nuage de poussière du barrage brésilien s'est dissipé, les observateurs allemands au sommet de Montez
ont repéré les pelotons et ordonné le tir de la plus violente pluie d'artillerie que la force expéditionnaire brésilienne ait subie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le général Ehlert savait parfaitement quels étaient les risques que la perte de sa position à Montessé signifiait, et il a réussi à concentrer presque la totalité des obusiers allemands dans le secteur afin de protéger la ville. À 13 heures, l'attaque du 11e régiment a finalement été lancée. Le général Cordero de Farias a lancé une nouvelle puissante barrage de son artillerie contre la ville de Montez, dans le but d'aveugler les Allemands face à l'avancée brésilienne. Et à 15 heures, les premiers DB brésiliens ont réussi à pénétrer dans la ville. En tête de l'avancée se trouvait la 2e compagnie, avec 3 pelotons disposés côte à côte. Au centre se trouvait le peloton du lieutenant Ipora Nunes de Oliveira, qui avait comme sous-commandant le sergent Nestor da Silva. En atteignant les premiers pâtés de maison de Montez, le peloton a demandé par radio l'arrêt de l'artillerie brésilienne, dont les obus tombaient devant eux. Lorsque le bombardement a été interrompu, le peloton a commencé son ascension dans les rues. Mais rapidement, les soldats se sont jetés au sol, au son d'une salve précise d'artillerie ennemie qui les a frappés de tous côtés, coupant le câble téléphonique de communication de l'unité et l'isolant complètement. Plusieurs soldats ont été blessés, et le sergent Nestor a été touché par un éclat d'obus à l'arrière de la tête, déchirant son casque, et à quelques millimètres près, n'atteignant pas sa nuque. À droite d'Iporin, le peloton du lieutenant Arion a pénétré dans la région sud-est de Montez lorsqu'il a également été stoppé par le feu intense de l'artillerie, auquel se sont ajoutés plusieurs nids de mitrailleuses allemandes. Les soldats se sont mis à l'abri et Howen est allé en avant pour faire une reconnaissance. Depuis les points de résistance ennemis, lorsqu'il a été soudainement touché à la tête par un projectile ennemi, il est mort peu après. Isolé du corps expéditionnaire brésilien, Iporin a lancé une attaque audacieuse, amenant pour la première fois des soldats bruns brésiliens en première ligne, dans une situation de combat urbain, nettoyant maison par maison le centre de Montes de la présence ennemie. À la fin de cet après-midi-là, Iporin lui-même a atteint la tour de la ville, montant ses escaliers et atteignant le sommet de la construction, qui venait d'être évacuée par les Allemands quelques instants auparavant. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que la communication avec le peloton Iporin a été rétablie. Et le lieutenant découvrit qu'il était encore pratiquement isolé dans la ville, puisque les Allemands avaient résisté à l'avancée du 3e bataillon sur les sommets à l'est. Et le peloton, sur sa droite, restait paralysé par le feu, sans commandement et subissant de lourdes pertes. Confronté à cette situation sombre, le général Mascarenhas prit le téléphone et appela le peloton Iporin, qui était à l'abri du feu ennemi dans une église. Recourant à une ressource rarissime dans l'histoire de l'armée brésilienne, Mascarenhas appela le sergent Iporin, le sergent Nestor, au téléphone et lui dit « Sergent Nestor, je viens de signer votre promotion de sergent-chef à sous-lieutenant. Honorez ces étoiles, comme vous avez honoré vos galons de sergent. Prenez immédiatement le commandement du peloton à votre droite et avancez. Bonne chance. » Le matin du lendemain, l'artillerie brésilienne a repris le feu sur Montello et les sommets montagneux, permettant la reprise de l'attaque du commandant Candido. L'aspirant Francisco Mega, commandant son peloton lors de l'attaque, a été atteint à la poitrine par une rafale de mitrailleuses. Il a ordonné la poursuite de l'avancée avant de décéder. Dans la ville, les pelotons brésiliens, désormais renforcés, ont poursuivi le combat maison par maison, avançant également lentement tout au long de la journée. La résistance allemande à Montez n'a été vaincue que le 16, et dans les 48 heures suivantes, les soldats brésiliens ont procédé au nettoyage de toute la zone en avant, en direction du Panaro. Comme prévu, la résistance allemande dans ce secteur des Apennins s'est effondrée après la perte de Montez. Le 19 avril, la force expéditionnaire brésilienne a atteint la vallée, occupant la rive est et avançant vers le nord. Le 21 avril, après avoir été retardés par de nombreux champs de mines et pièges laissés par l'ennemi, les avant-gardes brésiliennes ont occupé Zoka. Et enfin, à la fin du jour suivant, ils ont atteint Vignola au pied des Apennins, plaçant finalement la force expéditionnaire brésilienne dans la vallée du Pau. À partir de là, l'objectif du haut commandement allié était de poursuivre à la vitesse maximale les divisions allemandes en fuite à travers la plaine, avant qu'elles ne puissent atteindre les Alpes et s'échapper vers l'Allemagne.
Dans ce contexte, les ordres de Krutenberger à Mascarenhas excluaient la force expéditionnaire brésilienne de la poursuite vers le nord, assignant la division brésilienne. La tâche de couvrir le flanc de l'avancée américaine en se dirigeant vers le nord-ouest, le long de la route vers Milan. De plus, pour accélérer sa capacité de mobilité, le 4e corps avait réquisitionné les camions de l'infanterie de la force expéditionnaire brésilienne, laissant la division dangereusement en arrière. Mais des informations de renseignement signalèrent la présence de formations ennemies encore piégées dans la région côtière de La Spezia. Mascarenhas a décidé d'empêcher leur fuite. Le général Cordeiro de Farias a donné les camions d'artillerie pour transporter les fantassins, et la force expéditionnaire brésilienne est partie à leur poursuite. Les blindés M8 Greyhound de l'escadron de reconnaissance, commandé par le capitaine Plinio Pitaluga, sont partis en tête, fouillant le terrain à des kilomètres devant les camions de troupes. Atteignant San Paolo d'Enza le 24 avril, poursuivant rapidement vers le nord-ouest, Pitaluga entra à Collecchio peu après midi le 26 avril, où ses blindés entrèrent en contact avec une avant-garde ennemie. Ayant reçu de l'escadron la localisation des Allemands, Mascarenhas ordonna le transport immédiat de l'infanterie vers Collecchio, où ils arrivèrent cette nuit-là, bloquant résolument la route de fuite de l'ennemi vers le nord. La troupe allemande était composée de la 148e division d'infanterie, du général Otto Frater-Pico, ainsi que du reste de 2 autres divisions qui s'étaient repliées du secteur côtier. Et ils tentaient sûrement de fuir vers l'Allemagne. À ce moment-là, ils essayaient d'atteindre les dépôts de ravitaillement situés à Collecchio. Les soldats d'Audichan du 6e régiment d'infanterie ont capturé les dépôts et ont repoussé les Allemands vers le sud, avançant jusqu'à Gaiano, le 28, où ils ont été bloqués par une ligne de mitrailleuses ennemies. Mascarenhas a alors ordonné le siège de la troupe allemande déjà localisée à Fornovo d'Itaro. Après un ultimatum brésilien, des émissaires ont été envoyés par le général Frater-Pico pour négocier la reddition de ses troupes, qui a été convenue pour le lendemain. Ainsi, au début de l'après-midi du 29 avril, les premières unités allemandes ont commencé à se rendre à la force expéditionnaire, dans une file interminable qui s'est étendue jusqu'à l'aube, ne s'achevant que le 30. Après la reddition de 15 000 soldats ennemis face à la force expéditionnaire brésilienne, le général Frater-Pico fut le dernier à capituler. Ce jour-là, il a été escorté à l'arrière pour la reddition par le général Falconier d'Acunha. Au même moment, le haut commandement de l'Axe en Italie signait les accords de reddition de ses armées. Dans la dernière phase de la campagne, des patrouilles motorisées de la force expéditionnaire brésilienne ont parcouru le nord-ouest de l'Italie, atteignant Milan, Turin, puis la frontière française. Les forces de l'Axe en Italie ont déposé les armes le 2 mai 1945, mettant définitivement fin au combat dans ce théâtre d'opération. Une semaine plus tard, l'Allemagne signerait sa reddition finale, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe. La division brésilienne a célébré sa victoire avec fierté, et avec la certitude qu'elle reverrait à nouveau sa terre, si lointaine de ce continent désormais détruit. La force expéditionnaire brésilienne a entamé l'occupation de la région, et, ces jours-là, les soldats brésiliens ont pu découvrir plusieurs villes touristiques du nord de l'Italie et de la France. Le 4 mai, le général Lucien Truscott a offert un déjeuner commémoratif au commandant des unités de la 5e armée. À son arrivée Mascarenhas a été applaudi et félicité pour l'action brésilienne lors de la capture de la division ennemie. Le 7 mai, le commandant brésilien a rencontré le général Mark Clark qui déclara « Ce fut un privilège d'être associé aux Brésiliens durant la campagne ». La force expéditionnaire brésilienne a mené à bien toutes ses missions, poursuivi l'ennemi sans relâche et fait capituler une division entière. Ce fut une fin magnifique, d'une performance magnifique. En concluant sa période d'occupation, au début du mois de juin, la division brésilienne a commencé à être rapatriée au Brésil. Et la première vague, composée de 5000 soldats, a quitté Naples le 6 juillet, arrivant à Rio de Janeiro le 18 juillet, où les soldats ont été chaleureusement accueillis par la population. Ils ont défilé triomphalement dans les rues de la capitale. Au cours des mois suivants, le reste de la division a continué à rentrer au pays. Et la troisième vague, à l'invitation du gouvernement portugais, a dévié de sa route et a accosté à Lisbonne, le 3 septembre, défilant dans les rues de la capitale portugaise.
Le dernier contingent de la force expéditionnaire brésilienne est arrivé à Rio de Janeiro le 3 novembre 1945, concluant la participation du Brésil au plus grand conflit armé de l'histoire. Au cours de 239 jours ininterrompus en première ligne, une période bien supérieure à l'immense majorité des divisions américaines, la force expéditionnaire brésilienne a pris part aux principaux combats menés par le 4e corps d'armée, se voyant confier des missions du plus haut degré d'importance, qu'elle a accomplies avec des performances louables par tout le haut commandement allié. La division brésilienne avait capturé un total de 20 173 prisonniers, soit plus que ses propres effectifs, et elle a libéré une centaine de localités italiennes de l'occupation allemande. Elle est encore aujourd'hui reconnue en Italie pour la fraternité avec laquelle elle a traité les civils italiens, partageant avec eux ses rations pendant les rudes mois de cet hiver. Sur les 25 334 Brésiliens envoyés au combat, 465 y ont perdu la vie et des milliers d'autres ont été blessés. Envoyés pour être soignés au Brésil ou aux États-Unis. Les morts de la force expéditionnaire brésilienne ont d'abord été inhumés au cimetière de Pistoia, en Italie. Mais en 1960, ils ont été transférés à Rio de Janeiro, où ils reposent aujourd'hui au Monument national aux morts de la Seconde Guerre mondiale. L'héritage de l'action de la force expéditionnaire brésilienne est celui de la capacité, de l'adaptation et du dépassement des obstacles. Ils ont prouvé au reste du monde, dans son moment le plus dramatique, la valeur et le courage d'un pays appelé Brésil. As-tu aimé cette histoire? Si tu veux soutenir notre chaîne et apprécier notre travail, tu peux nous faire un don. Ou alors en contribuant sur Apoyasso. Parce que de cette façon, tu rejoins Sosan notre groupe Very Important Person WhatsApp et tu discutes des prochains sujets avec moi. Je remercie déjà tout le monde qui nous aide, mais tout particulièrement ces camarades ici qui sont vraiment au top. Regarde ces vidéos que j'ai choisies pour toi. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas rater les notifications. Quand je publierai d'autres vidéos, je vais m'arrêter ici et je te remercie encore pour ton audience. Et une grosse accolade. De la salle de guerre.